Au sommaire de Culture 7 Lumag, au Nigeria, dans Dalkoura, une radio locale qui se joint à la lutte contre Boko Haram. Loin de la réputation du Vietnam d'atelier de confection des marques internationales de vêtements à petit prix, des créateurs de mode réinventent le Made in Vietnam en s'inspirant des traditions des nombreuses ethnies du pays. Malgré la crise du canard, le cassoulet, premier plat français consommé dans l'Hexagone, veut défendre une tradition née, selon la légende, pendant la guerre des 100 ans à Castelnaudary et conquérir une place dans la gastronomie mondiale. En deuxième partie de ce magazine, l'artiste sculpteur Jean Galberzé est notre invité. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Lumag. La radio d'Andalkoura se trouve être le premier média entièrement consacré au conflit en émettant au moins 3 heures par jour depuis début 2015 dans les zones sous le joug de Boko Haram qui sévit depuis 7 ans. Une station de radio qui compte un personnel constitué de 30 personnes qui y travaillent, c'est donc près de 11 reporters, tels des soldats repartis sur les rives du lac Tchad, où vit la majorité de la population Kanuri, au nord-est du Nigeria, au nord du Cameroun, au sud-ouest du Tchad et au sud du Niger. La radio se fixe pour objectif d'informer les populations, les instruire sur les formes de moyens de survie en cas d'attaque. Un quart d'heure par jour d'antenne est donné à des clercs musulmans pour contrer l'idéologie islamiste et dissuader de potentiels recrues de rejoindre Boko Haram. As a media organization, one of the major ways we can help calm the insurgency is first enlighten them. Let them identify the methods, the strategies of recruiting, because most of the insurgents were recruited through deceptive means. Enlighten them on how they can respond to issues. Like how should they respond when their village is attacked? How should they respond when the government comes, when they see government troops? And through these enlightenments, we have been able to get lots of them to be acting rightly. And we think this is one of the ways that contributed to the success that is recorded. Dans Dalkoura, essaie tant bien que mal d'être toujours proche des populations au quotidien en se proposant d'être cette voix qui soutient l'offensive contre Boko Haram, une voix de réconfort pour les persécutés. Situé dans un immeuble qui abrite également Radio Liberté, une radio privée dont Oumar Saïd Tadoun Wada a été le directeur général. Dalkoura a un rôle particulier à jouer face au nombre important d'attentats à la bombe ou d'attentats suicides dans la région. Très écoutée, cette station de radio est le média privilégié pour s'informer. La technique est ancestrale. Des feuilles d'indigo pour teindre des vêtements en coton, peut-être la recette du succès d'un nouveau Made in Vietnam. Dans le nord du pays, les tenues traditionnelles d'ethnie montagnarde inspirent des créateurs de mode vietnamiens. À présent, nos tissages peuvent aller dans d'autres pays. Je veux gagner de l'argent pour élever mes enfants. Loin de l'image de la grande manufacture fournissant les géants de l'habillement à bas prix, dans sa boutique de Hanoï, Tao Vu mise à l'inverse sur un approvisionnement éthique haut de gamme. Ils m'ont appris leurs techniques et maintenant je les utilise. Par exemple, la technique de l'appliqué de l'ethnie de Lolo ou celle des Hmong. Donc je l'utilise à ma manière avec une touche plus moderne, plus contemporaine. Un style original qui combine travail avec les communautés rurales et soucis écologiques. Dans son atelier dans le centre du pays, Lanvi voit déjà le Vietnam comme future destination de la mode. On sait que ces ethnies ont du talent depuis des générations. On n'a eu qu'à les révéler et les faire connaître pour que le marché les apprécie autant que nous. Exporter des cultures, mais aussi sauvegarder des techniques artisanales ancestrales. Le Vietnam a un potentiel immense pour les investisseurs
qui peuvent compter sur les 54 différentes minorités ethniques. C'est dans le fief du Cassoulet, dans le sud-ouest de la France, près de Carcassonne, que le chef Jean-Claude Rodriguez élabore sa recette, en commençant par le plus important. À la base, c'est le haricot et les viandes qui vont autour. Pour ce qui nous concerne dans cette région, c'est le haricot, le porc, le confit, le gras. Cette recette ancestrale aurait été créée au XIVe siècle lors de la guerre de 100 ans. D'après la légende, les habitants de Castelnaudary, assiégés par les Anglais, auraient rassemblé tout ce qu'ils pouvaient pour se nourrir avant de repousser les Anglais. Aujourd'hui, c'est un des plats les plus consommés en France. Après avoir blanchi les haricots blancs, c'est au tour des morceaux de porc d'être caramélisés dans de la graisse de canard. Les sucres caramélisés vont apporter de la couleur et évidemment du goût. Pour couronner ce cassoulet, Jean-Claude Rodriguez y ajoute les confits et la saucisse de Toulouse avant de le plonger au four. L'appellation cassoulet provient du mot cassole, ce plat en terre dans lequel les ingrédients vont chauffer pendant plus d'1 heure. Ce chef cuisinier est un des membres fondateurs de l'Académie universelle du cassoulet qui réussit depuis quelques années à exporter la recette. Dans notre académie, nous avons des membres qui travaillent un peu partout dans le monde, au Japon, aux États-Unis, au Québec, en Grande-Bretagne, en Belgique. Ce plat d'origine paysanne se consomme de préférence à plusieurs, comme ici, au restaurant de Jean-Claude Rodriguez. Aux États-Unis, la chef française Ariane Daguin a déjà organisé la guerre du cassoulet, où 25 chefs new-yorkais étaient en compétition. L'Espagne et l'Italie sont les prochains marchés auxquels le cassoulet a prévu de s'attaquer. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes en deuxième partie de ce numéro Culture 7 le Mag. Je suis Pierre Bilong, je suis dans un local qui fait également office d'atelier. Je suis avec l'artiste Jean-Galbert Zé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un véritable plaisir pour Culture 7 d'effectuer le déplacement et d'être ici. Le plaisir est tout partagé et surtout que nous autres artistes qui vivons à Libreville, nous n'avions pas toujours eu l'occasion de recevoir chez nous, dans nos modestes ateliers et nos modestes demeures, des journalistes ou des communicateurs. Parce que l'art et la culture ne peuvent se diffuser que lorsqu'ils sont confrontés effectivement à la diffusion par des médias. Voilà. Alors, je l'ai dit, je suis avec l'artiste Zé Galbert Jean, c'est bien ça? C'est pareil, voilà. Alors, c'est un artiste assez spécial. Spécial pourquoi? Parce que, pour moi, je dis qu'il est sculpteur, mais vous, comment vous vous définissez? Je me définis d'abord en tant que sculpteur parce que je suis détenteur d'un diplôme de sculpteur. Ensuite, je me définis comme acteur de la scène nationale d'art et culture parce que je suis membre non seulement de la COGAP, qui est la Corporation des Gabonais des artistes plasticiens producteurs, je suis membre du CAR, qui est la Corporation des artistes réunis. Je suis membre de la Fondation Raponda pour la science et la culture. Je suis le fondateur de l'ONG Confluence où j'assume la charge de commissaire général. Je suis également membre du GRINLA, qui est le groupe de recherche sur l'identité culturelle des Gros africains, qui est un centre affilié à l'URSS. Je suis dans un certain nombre d'organisations qui s'occupent de la culture et notamment je suis agent Sisiba. Voilà, il faut dire que c'est un artiste qui porte plusieurs casquettes, il a de multiples fonctions, mais cet artiste en tant que sculpteur, il oriente sa sculpture vers ce que je vais appeler la musicologie, c'est bien ça? Oui, je m'intéresse beaucoup à la musique parce que la musique elle transperce les mœurs, la musique n'a pas de frontières, la musique est quasiment dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons et tout ce qui nous entoure. C'est pourquoi dans ma sculpture, et pour me faire une identité parmi les sculpteurs, parce que ça c'est important, on ne peut pas sculpter parce qu'on sculpte, il faut sculpter pour transmettre un message. Et mon message, je me suis dit pour qu'il soit suffisamment compris, pour qu'il adhère et qu'il entre dans les cœurs et les esprits, il faut dire qu'il tourne autour
de la musique. C'est pourquoi beaucoup m'ont toujours défini, dans un premier temps, comme le sculpteur du mvet, hein, à savoir qu'en parler-fond, le mot mvet signifie cordophone, eu égard à deux définitions que d'autres ont bien voulu donner, mais c'est d'abord cordophone. Et ma sculpture tourne autour de tout ce qui est autour des instruments de musique à cordes. Voilà. Alors, je vois que derrière nous, et juste là, il y a des instruments qui sont assez magnifiques. Ça rentre dans le cadre d'un prix que vous avez obtenu. Oui, là, c'est en quelque sorte une innovation d'un instrument que les gens appellent communément aujourd'hui le mvet, mais qui n'a pas toujours été son nom d'antan. Il s'agissait pour moi de créer un instrument qui entre dans, en fait, que l'on puisse utiliser dans toute forme d'orchestre, en fait, créer une marque, un instrument contemporain qui bénéficie de tous les regards de la liturgie contemporaine moderne. Voilà. Quel est le regard des entités qui, par exemple, s'occupent de la culture au Gabon sur vous? Bon, sur moi, je suis peut-être vu comme tout artiste qui parle, comme quelqu'un qui dérange. Ça ne me gêne pas, mais tant qu'on vit, on vit pour un idéal. Lorsqu'on doit remplir cet idéal, on devrait le faire, peu importe. Mais les entités, si entités il y a, qui s'occupent de ce domaine, ben, nous regardent comme tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux arriver au ministère de la Culture par exemple, on ne me regarderait pas comme quelqu'un de particulier. Or que dans le temps, nous étions quand même parmi des gens que l'on pouvait regarder arriver à distance, que parfois même certains ministres se faisaient le plaisir de venir nous accueillir aux marches du perron parce que nous avions fait un certain nombre de choses dans ce pays-là. Mais depuis un certain temps, ben, on a l'impression qu'il faut tout reprendre. Et lorsqu'il s'agit de tout reprendre, vous comprenez avec toute la difficulté que ça peut avoir. Malgré le fait que nous donnons à la prospérité gabonaise des instruments comme cet instrument qui a obtenu le prix spécial du jury lors de la 12e édition du prix CNRS pour la science et l'innovation technologique. Alors que je devrais être vu, regardé et apprécié comme étant l'une des personnalités j'insiste, qui a apporté quand même au Gabon un certain regard. Parce que lorsque ces instruments-là sont diffusés dans d'autres pays, beaucoup se douteraient que je suis celui-là qui passerait à Libreville quasiment inaperçu. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous en faites un métier, la sculpture, vous en faites un métier? J'en fais un métier parce que je suis allé à l'école pour apprendre la sculpture. J'en fais un métier. Mais au Gabon, on ne peut pas vivre que de la sculpture. C'est pourquoi nous sommes parfois obligés ou d'être intégrés dans la fonction publique ou pour mon cas, je suis agent ici-bas parce que là-bas au moins, les fins du mois devrait être assuré, même si ce n'est pas toujours ça. Donc on est obligé d'avoir toujours une ressource complémentaire pour pouvoir alimenter même la sculpture. Alors si vous l'avez dit, vous en faites un métier, est-ce que ce métier quand même vous a permis de découvrir d'autres horizons? Bon, ce que mon métier m'a permis de faire en tant que sculpteur, c'est peut-être d'être connu au plan national et international, peut-être plus au plan international. Ce que ce métier m'a permis de voyager, tout frais payé, hein, ce n'est pas toujours réservé à tout le monde. Ce que ce métier m'a permis d'avoir la possibilité de parler, même si beaucoup m'accusent que j'ai des œuvres suffisamment codées, mais ces œuvres me permettent de parler. Et lorsqu'elles sont exposées, ben, je vois toujours beaucoup de visiteurs être là pendant des heures et des heures pour essayer de déchiffrer les codes que je cache derrière ces œuvres. Et je me réjouis parce que sur les 1 500 000 Gabonais, si on peut lire dans un registre ou dans un ouvrage le nom de Jean Galbenzé parce qu'il est sculpteur, c'est que mon métier m'a donné beaucoup de choses. Voilà, vous l'avez dit, des œuvres suffisamment codées. Là, par exemple, cet instrument, je ne sais pas comment on l'appelle, est-ce que vous pouvez l'expliquer aux téléspectateurs de Canal 7? Il s'agit de quoi exactement? Je vois que ce sont des instruments de musique, mais est-ce que ces instruments tirent leur origine du Gabon ou bien? Dans le temps, les Fans avaient une culture qu'ils appellent mvet. Hein, le mvet. Alors, le mvet est d'abord un instrument
parce qu'en langue fan, le mot mvet signifie cordophone. Il s'avère que dans le temps, il y avait plusieurs genres de cordophones et que chaque cordophone était approprié à un rite précis. Cette forme, dommage que je n'ai plus le mvet originel parce que à force de déménagement, l'instrument qui était très fragile a dû se briser. Alors donc, je me suis donc inspiré de cet instrument traditionnel pour créer une nouvelle forme qui entre dans ce que j'appelle la contemporanéité. Cet instrument que voici n'est rien d'autre qu'une forme évoluée du mvet fan. Mais sauf que il y a peut-être le système acoustique qui passe du simple résonateur, plutôt de la simple caisse de résonance à un mode de résonateur, mais l'organologie et toute la structure de l'instrument repose essentiellement sur l'instrument d'origine. C'est aussi une invite parce que nous avons un certain nombre d'instruments qui jusqu'à aujourd'hui ont demeuré dans ce qu'on va appeler une forme d'archaïcité. Alors cet instrument et donc là peut entrer dans toute forme d'orchestre parce que vous avez ce modèle, dommage on n'a pas de générateur, ce modèle est muni d'un capteur Wi-Fi, c'est-à-dire il suffit qu'on pince, les sons sont produits par amplification par Wi-Fi. Alors, mais comment vous arrivez à joindre la technologie dans cet instrument? Bon, ce n'est pas moi qui joins la technologie. J'ai eu une idée, je sais qui peut encore être améliorée. Tout ce que j'ai adjoint, c'est la technologie des autres. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde, dans un village planétaire. Certains inventent le micro, l'autre invente la cravate. On joint le micro et la cravate et on a un micro-cravate. Moi, je conçois un instrument, je prends un micro et j'adapte à l'instrument et j'ai un instrument sonorisé, comme la guitare. Vous voyez, aujourd'hui, on a des guitares dans toutes les coupes. Mais la toute première guitare que les Mexicains appellent ukulele, est d'abord un objet traditionnel. Aujourd'hui, on a cette guitare-là dans toute forme de coupe et dans toute forme de technologie. C'est un peu la démarche que j'essaye d'emmener avec nos instruments traditionnels. Parce que si on ne fait pas comme ça, dans 50 ans c'est même trop, dans 70 ans, dès lors qu'il n'y aura plus de locuteurs, dès lors qu'il n'y aura plus de praticiens, nos rites et croyances sont appelés à disparaître. Alors il faudrait que nous mettions pour qu'on apporte à ce que nous avons la technologie des autres et que nous introduisons ce savoir-là dans les grands ensembles. C'est un peu l'invite que je fais. Alors pour cet instrument qu'est le mvet, est-ce que vous avez une idée de comment cet instrument est utilisé? Pour l'or, cet instrument a été utilisé pour la première fois dans un grand ensemble, c'était lors de la parade du cinquantenaire. Et pour ceux qui ont suivi le CD, ils vont comprendre que toute la parade apparemment avait été dessinée autour de ce que cet instrument leur a apporté. Encore que là, je me dis, ce ne sont peut-être pas les Gabonais qui sont venus me trouver dans mes bas-fonds pour me dire, monsieur Nzé, vous avez un instrument, nous en avons besoin. Là encore, ce sont les Occidentaux. Il a fallu que des Français s'occupent de cette affaire-là pour que quelqu'un leur parle de cet instrument parce que ils voulaient un instrument qui soit suffisamment sonorisant pour accompagner la parade. Et on leur a parlé de l'instrument, ils sont venus me trouver, on a testé, ça marchait, ils l'ont utilisé. Et ce dont je me réjouis aussi, c'est parce que le prix Sénarès, qui est quand même un regard assez particulier, un regard de soutien pour la création et l'innovation technologique au Gabon, a regardé cet instrument et a trouvé qu'il y avait de la valeur à l'intérieur. Et on l'a octroyé, pas n'importe quel prix, un prix spécial du jury, c'est-à-dire c'est le prix des prix même.
Voilà, je vois que vous êtes, comme je l'ai dit, hein, c'est un artiste assez spécial, en sculpteur et non pas des moindres. Vous ne faites pas que d'une vette, il y a d'autres instruments. Là, par exemple, sur le mur, on va aller vers cet instrument-là. On a un magnifique instrument, je ne sais pas comment il est appelé, vous allez peut-être me dire. Bon, il arrive que lorsque vous entrez dans les phases de création, vous feuilletez les ouvrages, des formes vous intéressent et vous les reproduisez. Donc certains de ces instruments-là ont été réalisés dans cette optique-là. Celui-là, par exemple, j'ai voulu reproduire une guitare qui est utilisée en Afrique de l'Ouest et puis j'ai réalisé, elle est là. Donc c'est une forme de guitare? Une forme de guitare, oui. Ah d'accord. Voilà. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Cet instrument est aussi un instrument que j'ai réalisé moi-même parce que j'ai vu et j'ai réalisé. Et comment vous l'appelez? Vous le définissez? Il n'a pas de nom. Hein, tout ce que je sais, c'est que c'est un cordophone. Alors, Monsieur Nzé, vous êtes de ces artistes qui donnent une seconde vie à certaines œuvres. Bon, normalement, lorsque je voulais aller au Niger, je voulais suivre une formation de restaurateur d'œuvres anciennes. Parce qu'au Gabon, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas toujours. Mais malheureusement, le dossier n'a pas abouti au niveau du ministère de la Culture. C'est pourquoi certains amis qui ont des objets comme cette belle harpe verticale et qui était usuelle, parce qu'une harpe, lorsqu'elle est usuelle, c'est qu'elle servait dans le rituel auquel elle avait été consacrée. Mais il arrive que certains de ces objets-là deviennent désacralisés. Et très souvent, on les abandonne. Alors donc, moi, je vais vers ces personnes-là, je récupère l'objet et je lui donne une seconde vie. Là, par exemple, vous avez une belle lampe de salon. Hein. Parfois, ce sont des lampes de chambre. Parfois, ce sont des lampes de bureau. Hein. Et ce qui permet que cet objet ne se perde pas. Voilà. Alors, nous allons terminer cette interview en beauté, Monsieur Nzé. Ma dernière question, c'est de savoir si vous avez un message à passer à l'endroit des entités qui s'occupent de la culture au Gabon ou sinon aux amateurs d'art. Peut-être pas aux amateurs d'art, parce que les amateurs d'art suivent le mouvement. Un message à donner peut-être aux artistes eux-mêmes et aux responsables des entités qui devraient s'occuper des questions d'art et culture au Gabon. D'abord aux artistes eux-mêmes, c'est de ne pas se décourager, parce que beaucoup d'entre nous sont découragés, je sais, et qu'ils se regroupent en corporation, en association, et qu'ils créent véritablement une activité. Parce que ce que nous faisons dans ce pays, c'est un peu vu comme des choses d'il y a 70 ans. C'est-à-dire, je suis artiste pour moi. Je suis sculpteur pour moi. Or que la nouvelle donne qui se dessine ne voudrait plus que les gens se comportent ainsi. Les gens devraient apprendre à se regrouper. Parce que c'est lorsqu'on est ensemble qu'il y a échange d'expérience, qu'il y a échange de connaissances et que les choses évoluent. Ça, c'est pour ce qui est des artistes eux-mêmes. Maintenant, pour les décideurs, c'est de leur dire il ne saurait y avoir un ministère de la culture s'il n'y a pas d'artistes. Et pour qu'il y ait réellement, aux yeux de l'État, la compréhension d'être artiste, c'est-à-dire d'exercer ce métier, c'est qu'il faut que ces professionnels aient un statut. C'est du domaine de la loi. C'est l'État qui structure. Donc, je fais là une invite à l'administration, une invite aux politiques, une invite surtout aux élus, parce que on nous a eu dire, par exemple, que le nouveau code pénal qui est en préparation, on a littéralement buffé les articles 325 et 326 qui permettaient aux artistes de pouvoir défendre leurs œuvres lorsque celles-ci étaient piratées ou vendues frauduleusement. Ce sont des situations suffisamment graves. Je parle de ça parce que je suis le secrétaire général de la Corporation gabonaise des artistes plasticiens producteurs. Donc, il est de mon devoir d'attirer l'attention des autorités lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui peut s'apparenter à une dérive.
Voilà, c'était donc là un message de l'artiste Jean-Galbert Nzé. Nous étions avec ce sculpteur, un sculpteur assez spécial. J'espère que vous avez aimé ce numéro avec l'artiste. Merci. Je vous remercie également. Et nous vous souhaitons de passer une agréable journée ou sinon une agréable soirée, c'est selon. Merci de rester sur les programmes de la chaîne panafricaine et à très bientôt.